Salut les marques, salut les smarts, salut peuple de catch-up. Bienvenue dans votre podcast qui suinte, qui dégouline, qui transpire le catch à grosses gouttes d'huiles essentielles. Chaque semaine, nous analysons, décryptons, décortiquons, encensons et parfois démolissons les shows de la WWE. Mais pas que. Oh my God, aujourd'hui va se dérouler dans vos oreilles ébahies la 5e édition du show exclusif de catch-up où l'on never shut up. And I quote, "You talk too much. Damn, I think you know me. Je suis votre dinosaure, que dis-je, je suis votre Luchasaurus des podcasts. Je suis votre tonton Chris. Et maintenant, oyez, 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 peuple de catch-up. Voici venu le temps de présenter notre invité trop bavard du jour. Une émission un peu spéciale, une émission un peu corporate. Entre en ce lieu, cher guest, avec son cortège de cordes à linge. Il est un observateur pointu de la WWE. Il est l'amant secret de Paige, si. Il est un chroniqueur indéboulonnable de la team Catch-Up. Il est également un amoureux de la nature, des animaux, du monde et des verticales souplex. J'ai nommé Raphaël. Yeah! How you doing, Raphaël? Oh, I'm doing well, I'm doing really well. Eh bien, bonjour tonton Chris, bonjour peuple de catch-up, comme on dit. Yeah! Et puis, bah voilà, ça me fait plaisir d'être là parce que notre ami tonton Chris a sorti ce format. Nous étions tous jaloux de voir qu'il invitait plein de gens de l'extérieur et pas les copains quand même, c'est pas très sympa ça. Ouais. Alors, on se bousculait au portillon là, et puis voilà, on a fait. On a fait un Rumble match avec les amis, là, une Battle Royale, et puis voilà, Giscal est passé par-dessus la 3e corde en premier, tout ça. Bon, Ringside a tenu longtemps, mais j'ai réussi à le soulever, donc voilà, ça y est, j'ai gagné le droit d'être le premier invité de Catch-Up dans le You Talk Too Much, et je suis chaud. Yeah. Bah, comme annoncé dans nos émissions précédemment, on avait dit, hein, on avait promis, chose due au peuple de Catch-Up, on avait dit qu'on ferait passer sur le grill les différents chroniqueurs de la team Catch-Up, et c'est donc notre formidable Raphaël qui passe par là, et qui donc, voilà, comme vous l'avez entendu, a gagné le Rumble match de Catch-Up. Yes. Et ça, c'est quand même quelque chose. Ah, c'était pas gagné. Alors, mon bon Raphaël, bah, en fait, comme aujourd'hui, on est un peu dans un autre format, on n'est pas dans le format classique de la review de show WWE, et d'ailleurs, l'idée, c'est un peu de présenter à nos auditeurs fidèles et occasionnels un peu qui sont les différents chroniqueurs de Catch-Up, comment on en est arrivé là, combien on gagne par mois avec Catch-Up, et puis un peu tout notre background à travers le monde de l'ignoble sport. Alors moi, ma première question, ça va être un peu, quelle est la marque de ton slip? Alors j'en ai plusieurs, figure-toi. Donc j'ai plusieurs marques. Malheureusement, je ne peux pas les citer pour des histoires de contrats d'exclusivité. Et puis en général, quand je commande du catch, j'enlève mon slip de toute façon. tu fais des nudes? Ah, je suis détendu, moi. Oui, je catch. Il faut. Détendu du slip. C'est ça. C'est comme ça, quoi. Alors, l'idée, toi, j'ai envie de dire que tu es un historique à Catch-Up. Et tu es là depuis combien de temps à Catch-Up? Ouf, déjà tu vois, commence par une question difficile. J'aurais dû réviser mes fiches, je le savais, mais c'est ce salaud de Giscal qui va tout piquer. Non, non, je ne suis pas officiellement un historique de Catch-Up. Catch-Up, quand il a été lancé, je n'étais pas de. Alors j'ai rejoint très vite, je pense, au bout de peut-être un mois ou deux. Ah bah ouais, Non mais attention, voilà, les historiques, c'est ceux qui étaient là le premier jour. C'est comme pour toi qui es un fan de catch, est-ce que tu te souviens des mecs qui ont rejoint Raw un mois ou deux après le premier Raw? Non, on se souvient de ceux qui étaient là le premier soir. Donc voilà, je ne suis pas un Shawn Michaels de catch-up, mais je suis arrivé pas loin après. De mémoire, on fête les 3 ans, non? C'est pas ça bientôt où ça a été fait? Non, les 4 ans. Les 4 ans, oh là là, voilà, que le temps passe vite, mon Dieu. Ah, mais ouais. Donc oui, je suis dans la fine équipe depuis un petit moment, mais pas au tout début. J'ai attendu de voir si le produit me plaisait, si ça se cassait pas la gueule pour rejoindre, tu vois, j'étais méfiant. Tu es l'ultime opportuniste. Exactement, ben ça oui. Excellent. Alors du coup, donc tu es arrivé à Catch-Up et c'est quoi en fait, ça a été quoi la motivation? Qu'est-ce qui t'a poussé à produire ta voix sur les ondes?
Bah, là, l'histoire, tu la connais aussi, hein. Je sais pas si tous nos auditeurs, les plus jeunes ne connaissent peut-être pas, mais à la base, moi j'étais un fervent chroniqueur de ce site qui s'appelait Les Cahiers du Catch, qui s'appelle toujours, car il existe toujours. J'avais rejoint Les Cahiers du Catch en tant que voilà, passionné qui avait envie d'écrire, parce que le support écrit me plaît bien. C'est un bon défouloir aussi pour délirer, pour faire des comparaisons, des métaphores, tout ça avec les vignettes. On s'est beaucoup amusé. C'était une très belle, période très sympa, les cahiers du catch. Mais malheureusement, ça a décliné en termes d'audience, de retour, de lecteurs. On en a eu de moins en moins, même en termes de rédacteurs. Pendant un moment, je crois que j'étais le seul, un des derniers à chroniquer les Ouais. pay-per-view et à écrire des papiers de ci, de là. Et puis les copains donc des anciens, d'autres membres des cahiers du catch ont lancé un format audio, catch-up, vidéo même au début, en pensant que ça allait être plus interactif, plus réactif. Je pense aussi que oui, à notre époque, alors c'est vrai que l'informatique, c'est ça qui est passionnant avec l'Internet, c'est que rien n'est jamais figé. À une époque, les blogs, c'était complètement ringard, c'était fini, tout le monde faisait des vidéos parce que c'était plus interactif. Maintenant, le support écrit revient, mais c'est vrai que c'est plus, comment dire, maintenant que je l'ai testé, c'est vrai que c'est plus agréable de parler. Bah déjà, voilà, de parler avec toi ou avec Ringside ou avec Irem ou Giscal ou tout le monde. On est plus, quand on sort d'une review d'un podcast, on a été plus motivé que d'écrire un peu tout seul dans son coin. C'est pas la même gratification, donc ça m'a bien plu de donner ma voix sur les ondes et m'y voilà toujours encore, même si voilà, j'ai fait quelques progrès techniques depuis. Les débuts étaient assez laborieux. J'ai acheté un casque maintenant. J'achèterai un micro un jour et je changerai de PC, c'est promis. Mais voilà, c'est en cours aussi. Est-ce que tu te souviens de ta première review sur Catch-Up? Ah, eh ben écoute, ça va être difficile à dire, mais non, je ne me souviens pas de la première vue. Je me souviens très bien de mon premier papier sur les cahiers du catch. J'analysais un SmackDown où il y avait Dolph Ziggler. Je me souviens, alors je sais plus trop ce qui se Ah. passait. Bon, ça fait pas 10 ans, mais presque. Mais voilà, je me souviens de ça. Catch-up, je ne me souviens plus de mon premier parce que j'ai écouté les premiers. Non, voilà, Non? dommage. J'ai mal étudié mes dossiers, mais du coup, comme ça, c'est un bon test. Ça montre à quel point ma mémoire peut être défaillante par moment. Non, je ne me Voilà. souviens. Ouais. Eh ben moi, tu vois, malgré mon Alzheimer chronique, bon, mais moi, je suis plus récent sur Catch-Up puisque je suis arrivé il y a 1 an et demi, 2 ans. Et Mhm. moi, ma toute première review, c'était un Raw avec l'ignoble Ringside. Ah, bah oui, bien Donc, sûr. autant te dire que j'ai été mis dans le bain direct. Ah, bah oui, formidable. Alors, du coup, on va parler un peu, bah voilà, de tout ton background de suiveur de catch. Ça fait combien Yes. d'années, ça fait combien d'années que tu suis le catch? Alors, moi, ça fait 12 ans, quasiment tout pile, je pense. Parce que, donc, en fait, qu'est-ce qui m'a fait venir au catch? J'aime bien l'anecdote parce qu'elle est sympa. En fait, je connaissais pas du tout le monde du catch, moi, avant. Et tout a commencé il y a 12 ans, donc c'était les vacances de Pâques. Donc j'avais 17 ans, donc j'étais en vacances avec mes parents en Espagne, puisque du côté de ma mère, ma famille est espagnole. Et on est allé voir un de mes cousins qui a sensiblement le même âge que moi, oui, 17, peut-être un peu plus jeune, 16 ans. Et il regardait pendant les vacances de Pâques, je crois que c'était le vendredi et le samedi, juste avant midi, sur une chaîne de télé espagnole, il y avait une émission qui s'appelait Pressing Catch. Et c'était la WWE, c'était des sortes de Raw et SmackDown, repackagés, je pense, parce que ça durait qu'une heure. Et en fait, ce qui m'a fait venir au catch, c'est une personne. C'est un personnage, parce qu'à l'époque, je connaissais, enfin, le catch, la lutte, la boxe, pour moi, c'était un peu, je voyais pas trop les différences. Les sports de combat, ça m'attirait pas trop. Et puis, j'ai vu arriver dans ce salon-là, en Espagne, de mon cousin sur la télé, j'ai vu entrer l'Undertaker. Ah, Et voilà l'histoire, c'est tout bête, non. mais si j'avais vu sûrement des catcheurs d'une gimmick beaucoup plus banale, j'aurais pris ça pour un style de boxe ou autre. Mais voilà, j'ai vu le dong, j'ai vu la fumée, la musique de la marche des morts, et j'ai compris, il y a eu un truc là, voilà, la première entrée de l'Undertaker, ça c'est quand même un souvenir. Et j'ai compris que ce truc n'avait rien à voir avec les autres sports. Bon, alors sur le moment, j'ai pas tout compris en plus. Donc c'était c'était fin mars, ça devait être cette année-là, les vacances de Pâques, parce que c'était la road to WrestleMania.
Et donc, c'était un peu le bordel. Alors, je me souviens vaguement, il y avait Batista, il y avait des Marc-Henry, il y avait, alors à l'époque, on les appelait les deux blonds. Je sais pas qui c'est, mais je pense que c'était Mr. Kennedy et Finlay, peut-être. Je sais pas s'ils étaient en équipe ou en alliance, mais enfin, voilà, il y avait deux mecs qui étaient blonds, comme ça, qui se faisaient un peu marcher sur la gueule par l'Undertaker, justement. Et voilà, et quand je suis rentré en France, bah, ça avait attisé ma curiosité. À l'époque, c'était l'époque des skyblogs, des machins. Bon, en 2008, hein, l'internet était pas encore tout à fait ce qu'il est aujourd'hui. Donc, j'avais réussi à voir sur internet ce qui était le main event du WrestleMania cette année-là, c'est-à-dire Undertaker contre Edge pour le championnat du monde poids lourd. Et en fait, après, j'ai accroché grâce à l'Undertaker. J'ai continué à suivre parce que voilà, il y avait le méchant Edge et tout, donc ils avaient trouvé le truc. Moi, j'ai complètement marché à cette histoire de FUD, quoi. Chaque semaine, je voulais savoir la suite. Il y avait Vicky Guerrero, tout ça. Le pauvre Undertaker, il était martyrisé. Et en fait, très peu de temps après, au début, voilà, pendant quelques semaines, je cherchais sur YouTube juste les extraits qui concernaient la FUD de l'Undertaker. Sauf qu'à peu de temps après, ça doit être un mois ou deux après, ils ont fait un pay-per-view avec une stipulation où si l'Undertaker perdait, il était viré. Et le pauvre Undertaker a perdu contre Edge, il s'est retrouvé viré. Et du coup, je me suis retrouvé un petit peu con. et, euh, et je sentais bien, j'étais un marque total, mais je sentais bien que c'était pas quand même fini, qu'il y allait avoir une histoire, qu'il allait revenir. Donc du coup, je me suis mis à regarder les shows en entier en espérant voir arriver son retour. Et c'est là que je me suis étendu au Triple H, Batista, CM Punk, Edge, et que là, voilà, je suis vraiment, ça y est, j'étais définitivement perdu, j'étais foutu, j'étais plongé dans l'océan. T'étais accro, c'était Voilà, parti, ça quoi. y est. Voilà, t'as pu lâcher jusqu'à aujourd'hui. Et non, alors en 2013, je suis parti pendant donc 6 mois, j'étais parti en stage à Madagascar, donc dans le cadre de mes études. Et j'ai réussi pendant 6 mois à n'avoir aucune info de catch. Bon, il faut dire à Madagascar, c'est pas très présent. Alors, il y a énormément de gens qui portent des t-shirts à l'effigie de John Cena. Euh, D'ailleurs, c'était pas, c'est intéressant parce que voilà, c'est les fripes qui arrivent dans les pays défavorisés. Donc, je me disais, mais quelle histoire a pu avoir ce t-shirt là qui porte, qui est totalement défait avec un John Cena décoloré et à moitié parti. C'était assez rigolo. Donc, en fait, je suis revenu de mes 6 mois et j'ai tout téléchargé dans la mesure du légal possible. Et donc j'ai réussi à me faire un week-end où j'ai dû me faire 6 mois de pay-per-view d'un coup. Donc 2013, je l'ai vu en accéléré. J'ai vu 2013, c'était qu'est-ce qui se passait? C'était Daniel Bryan contre John Cena à SummerSlam. C'était le gros summer de Daniel Bryan. Voilà, j'ai vu ça en revenant de voyage. Donc là, j'avais fait une grosse pause, mais je me suis remis à mon retour sans problème. D'accord. Donc, du coup, t'es un fan acharné de la WWE? Acharné, c'est-à-dire je ne défends pas ce qui se fait à la WWE contre vents et marées, non, je suis un fan lucide et exigeant, on va dire. Ah, c'est beau ça. Je vois, il y a plein de choses qui me dépriment et qui me désolent à la WWE, mais oui, je continue de regarder corps et âme. Alors il y a des périodes, c'est vrai, ces derniers temps où j'ai un peu parfois décroché en weekly ou deux, mais non, je reste toujours. Ouais, je continue de suivre malgré les qualités aléatoires, on va dire. Et puis là, je reviens de mon voyage d'Amérique du Sud. Donc j'étais parti pendant 4 mois. Là, j'ai pas fait du tout la même histoire qu'à Madagascar parce que entre-temps, il y a eu les réseaux sociaux et tout. Je savais que je me ferais spoiler. Donc j'ai plutôt suivi des résumés de temps à autre, notamment les résumés de Survivor Series, tout ça. Mais j'ai quand même réussi à voir TLC en Amérique du Sud, au Pérou. Et j'ai pas réussi à voir le Royal Rumble, mais j'ai réussi à passer un peu plus d'un mois sans me faire spoiler, donc j'ai pu le voir à mon retour. C'était mon petit bonbon, ma petite récompense de revenir en France. C'était bon, je revenais au pays, mais j'avais le Rumble à regarder, et donc du coup, fin février, quand je suis rentré, je me suis fait une soirée Royal Rumble, et donc j'ai vu un mois après tout le monde la victoire de Drew McIntyre et ce très beau Rumble d'ailleurs. Donc j'avais envie d'en parler et tout, d'écrire partout mon avis, mais bon, tout le monde avait vu ça depuis un mois et demi, c'était un peu. Ouais, J'étais un peu tard sur l'histoire. un peu décalé, ouais, du Mm. coup. Ouais. Bon, en tout cas, t'es un fidèle parmi les fidèles parce que à peine rentré d'Amérique du Sud, t'étais déjà sur le pont pour reviewer Elimination Chamber, les Raw, les SmackDown. T'as pas perdu de temps.
Ah Donc, ouais, bah, je me suis laissé une petite semaine le temps de me remettre dans les intrigues et après, bah, en plus, c'est vrai que très vite a enchaîné cette histoire du confinement dans lequel nous sommes toujours et bah oui, du coup, on s'y est remis, ouais, avec plaisir. ouais, ouais, c'est clair. On était ravis de te voir de retour et d'entendre ta voix à nouveau sur les ondes de catch-up. Ah, merci. Alors, dis-moi, avant qu'on attaque la WWE, qui est le gros morceau catchesque te concernant, parle-moi un peu de ton relationnel avec les autres catch, les autres fédés. Qu'est-ce que tu suis, qu'est-ce que tu suis pas, qu'est-ce qui t'intéresse pas, et puis une fois qu'on aura fait un petit peu le tour des fédés qui t'intéressent ou pas, on parlera un peu des lives avant d'attaquer la WWE. Alors vas-y, dis-moi. Alors, bah, Dis-nous juste, tout. Le peuple de ouais. catch-up veut savoir. Alors, le peuple de catch-up saura que malheureusement, je ne suis pas du tout un grand spécialiste des autres fédérations. Pas du tout pour une question de qualité, parce que je pense que je trouverais du catch qui pourrait me satisfaire et me faire plaisir, mais là c'est plus vraiment une question de temps dans ma semaine et de motivation et de priorité. Je regarde très très peu le reste de la sphère catchesque. J'ai essayé, et en fait voilà, c'est comme, on sait bien, le catch c'est une série, on le dit pas mal, c'est comme les séries télé. Et jusqu'à présent, j'ai pas réussi à me lancer dans une autre série que la WWE, à une époque où la TNA était très 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 citée par les puristes comme étant en train de faire un bon produit. Donc bon, ça commence à dater ça. J'avais essayé de regarder. Je pense que je suis très mal tombé parce que le seul souvenir que j'ai de mes tentatives de regarder la TNA, j'étais tombé sur une émission spéciale Thanksgiving où il y a des mecs qui se battaient déguisés en dinde à mettre au four là. Et donc je me suis dit, ouais, bon, c'est peut-être pas si ouf que ça. Et, euh, et j'y suis revenu plus tard, très longtemps. Alors là, c'est totalement à mettre à l'actif d'un seul homme, un peu comme mon arrivée à la WWE grâce à l'Undertaker. C'est toute la storyline Broken Matt Hardy. Ça, dès qu'on a commencé à entendre dire qu'il y avait ça à la TNA, j'ai regardé par curiosité et j'ai regardé toutes les vidéos, alors avec du retard du coup. Mais j'ai regardé toutes les vidéos de Jeff Hardy et de Matt Hardy, toutes les aventures dans la Hardy Compound, et puis un petit peu de quelques émissions d'Impact, ouais, quand il y avait les Hardy contre, bah, je sais plus trop contre qui ils faisaient, là il y avait les mecs là qui faisaient un peu, ah putain comment ça s'appelait, qui se déguisaient un peu comme les Anonymous là, je sais pas si tu suivi Ah ça. ouais. Ils avaient pareil, mais c'était assez mal foutu parce qu'au début ils se déguisaient comme des Anonymous, puis au bout d'une semaine ils avaient enlevé leur masque, et puis finalement après ils les remettaient quand même. Je me souviens plus qui y avait là, ils étaient trois. Bref, bon, j'avais regardé un petit peu, mais sinon pas tant que ça. D'accord. J'avais regardé un peu la Ring of Honor quand la télé française l'a diffusée, très très peu. C'était à l'époque, voilà, il y avait Jay Lethal qui était champion incontesté, qui était avec son manager dont je ne sais plus le nom. Ils avaient le Book of Truth. Oh là là, c'était pas l'époque où il Et y avait un mec qui s'appelait Cheeseburger, c'est pas ça? oui, c'est Ah là ça. là 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 Ben là voilà. là. Donc ça m'a pas fait accrocher non plus beaucoup. Et, ayant été, comme beaucoup, hein, au bout d'un moment, un peu déçu, un peu sur ma faim par le produit de la WWE mainstream, ce côté très série grand public et pas trop de catch pur, ben, j'ai été encore une fois totalement attrapé par le génie de Vince McMahon, c'est-à-dire que depuis qu'il y a NXT et les takeovers et tout ça, j'avoue que j'ai beaucoup moins de curiosité d'aller voir ailleurs au Japon ou au Mexique ou autre, parce que je me dis bah il y a quand même il y a quand même déjà ça, et c'est vrai que moi je suis un très très grand fan de NXT, surtout Takeover, les weekly, j'en regarde pas mal, mais j'en rate aussi pas mal, ça dépend des périodes. Donc disons ça me satisfait, mes besoins de vrais beaux catch sont bien satisfaits par les performances du peuple de NXT. Je sais que au Mexique, j'aimerais bien regarder, j'aimerais prendre le temps de regarder quelques shows mexicains. Il faudrait que je regarde peut-être la Lucha Underground que tu conseillais tant que ça, que je me plonge là-dedans, même si ça commence à dater. Et Ah, tu peux suivre la triple A ou la CMLL, quoi. Si tu as envie de oui, voir du catch what the fuck, c'est
c'est là qu'il faut aller, quoi. Mais j'avais vu un peu, il y avait pas une chaîne aussi du câble à un moment, du câble, ça fait vieux jeu de dire ça. Je me souviens d'avoir vu à quelques reprises des catchs mexicains, ouais, des shows où ils sont tous masqués, ils arrivent à 12 ou 13, enfin ils sont pleins sur le ring, un joyeux bordel, mais je me souviens plus qui diffusait ça. La AAA a une très bonne chaîne YouTube, si tu veux. D'accord. Si tu veux un peu fouiller dans leurs archives et dans leurs vidéos, la AAA propose pas mal de choses à ce niveau-là. Ouais, c'est clairement et la lucha underground, bon, c'était un petit peu particulier parce que c'était de la lucha libre, mais c'était plus proche de la pro wrestling guérilla que vraiment de la lucha libre comme le propose la AAA ou la CMLL. Mais par contre, en respectant toute la mystique, les masques, les traditions de beaucoup de choses de la lucha libre. Et sinon, dans ce qui se passe actuellement, la All Elite Wrestling, tu as un avis là-dessus un peu? T'en as regardé un peu? J'en ai regardé un petit peu, ouais. J'ai regardé les débuts. Là, bah, du coup, ça a commencé quand? En octobre, non? Ouais, c'est ça. Ouais, voilà. Donc, en gros, en gros, c'est la durée de mon voyage, quoi. Donc, j'avoue que j'ai pas suivi grand-chose. Je m'y suis remis là pour voir un petit peu les histoires de baston du mercredi, puisque c'est le titre de nos podcasts. Et puis, notamment pour voir comment ils géraient, eux, l'absence de foule dans les arènes. Et c'est vrai qu'ils ont mieux géré ça que à la WWE, je trouve. Cela dit, je vais continuer de regarder par moment, je pense. Mais il y a de très bons matchs. Sur la scène tag team, c'est vrai que je reconnais ce que tu avais dit. Tu avais raison, la scène tag team est un beau cadeau. Après, pour le reste, je vois c'est pas les mêmes catcheurs forcément qu'à la WWE. Pour le moment, comment dire, je vois pas forcément une raison de regarder ça de manière plus intense et intensive que WWE et le produit NXT. Bon, c'est intéressant de voir Jericho ou certains autres avoir un peu plus de créativité et faire ce qu'ils veulent. Mais je vois, je sais pas, la différence me saute pas aux yeux, peut-être parce que j'en ai pas vu assez encore. Ça peut être, ça reste du catch américain avec tous les codes du catch américain, des histoires qui peuvent se ressembler. Voilà, il y a des factions, il y a des gangs, ça se met sur la gueule. Peut-être qu'à long terme, quand j'aurai un peu plus regardé dans quelques mois, je verrai vraiment une patte où je sais qu'il y a un style, c'est pas PG, c'est un peu plus violent, c'est un peu plus trash, c'est un peu plus puriste, mais je sais pas. Et puis j'avoue, j'ai un peu de mal avec Cody Rhodes au final. Je sais Ouais. Il est clivant. Hein. Il y en a qui adorent et puis voilà, quoi, qui coincent un peu, quoi, sur. Sur le catch, pas de problème. Sur le personnage, j'arrive pas à savoir si finalement tout ça est quand même aussi un gros ego trip, hein. Enfin, ça fait très. C'est son petit produit, c'est son bébé. Alors il gère bien, hein, il s'est pas mis champion incontesté dès le début, mais je sais pas. D'accord. Je sens un peu, ouais. Je trouve que j'aimerais bien qu'ils se démarquent totalement. Et tu vois, j'aime pas trop quand ils font des sous-entendus. J'aimais pas non plus à la TNA quand les mecs disent qu'ils sont tout l'inverse de la WWE, mais enfin, dès qu'ils peuvent, ils glissent un truc du genre, voilà, Luke Harper qui arrive, ah ouais, j'ai l'habitude des vieux qui ont pas confiance en moi. Bon, ouais, ok, d'accord. Ouais. J'aimerais bien qu'on oublie, quoi. Après, voilà, s'il y a de la qualité. Après, ça tacle, ça fait partie un peu aussi du Oui. business du catch. De toute façon, on tacle la concurrence, alors que, bon, quand c'est la concurrence, en l'occurrence, c'est la WWE, ça peut prêter à sourire, quoi. Oui, non, mais ça, c'est sûr que les gens qui sont enfin, bon, là, du coup, il y a personne dans l'arène parce que c'était confinement, mais c'est sûr que les fans des catch, des petites fédés, ils adorent ça ils adorent les phrases qui clashent Vince McMahon ou tout ça. Donc, je comprends, mais bon, ça me. Alors, si on reprenait le titre de notre émission de la baston du mercredi, toi, dans le cadre de cette bagarre, pour toi, à l'heure actuelle, sur ce que tu as vu de la All Elite Wrestling, pour toi, qui gagne le match pour l'instant, le mercredi soir? C'est la NXT ou c'est la IW? Ah, bah, moi, je préfère NXT. J'ai toujours un attachement au produit NXT, au roster de NXT et à tout le reste. Mais bah, voilà, comme je te dis, je suis revenu de voyage, j'avais pas du tout suivi les bastons du mercredi. Je suis revenu et 2 semaines après, il y avait le confinement qui a quand même beaucoup transformé le packaging et de NXT et de AEW. Donc j'attends de me prononcer. Mais de ce que j'ai vu, disons que j'ai dû
j'aurais du mal à dire pourquoi est-ce qu'on s'investirait à fond dans l'un et pas dans l'autre. C'est pas tout à fait la même chose, évidemment. NXT de base n'est pas le même produit puisque c'est une fédé censée être un peu d'entraînement, même si ça c'est une ligue de voilà, développement. une ligue de développement, même si c'est à remettre en cause. Évidemment, on joue pas tout à fait sur le même level, il n'y a pas les mêmes budgets, il n'y a pas les mêmes rosters derrière, mais je sais pas, je vois beaucoup sur Twitter ou sur Instagram les audiences qui passent toujours, AEW qui bat très souvent NXT au niveau des audiences. Bon, je sais pas si c'est très significatif, très intéressant, mais je trouve ça intéressant qu'il y ait la baston. Je sais pas alors du coup je vous ai pas trop écouté sur ces derniers mois forcément puisque j'étais de voyage. Vous l'avez sûrement dit, mais je pense que la présence de la AEW a fait énormément dans la valorisation d'NXT par la WWE parce qu'ils ont eu envie que les gens regardent. Et notamment, je pense que tout l'angle de Survivor Series avec la grande domination de NXT sur tous les autres rosters, et puis le fait qu'on y refoute Finn Balor ou ce genre de choses, je pense que c'est clairement, on a revoulu mettre bien au level la NXT pour être sûr que ça concurrence le voisin du mercredi soir. Donc ça, c'est pas plus mal. De toute façon, on l'a toujours dit, hein, il faut une concurrence dangereuse pour la WWE, sinon ça ronronne, quoi. Ouais, c'est tout à fait vrai, ouais. Alors bon, du coup, on va revenir sur la WWE un petit peu après. En l'occurrence, voilà, pour toi, NXT pour l'instant est au-dessus de la AEW. Ça tombe bien finalement parce que si tu veux, sur les 2 premiers épisodes de la baston du mercredi, AEW a remporté la première manche et NXT a remporté la deuxième. Donc comme ça, voilà. Pour l'instant, on est à un partout. La balle au centre. Troisième semaine alors. Voilà, 3e semaine, on verra bien ce qui se passera. Alors, pour continuer sur les questions catch un peu, maintenant, je voulais savoir un peu ce que tu avais vu ou pas au niveau des lives. Est-ce que tu es un fan qui se déplace sur des lives? Qu'est-ce que tu en as vu? Et voilà, et qu'est-ce qui t'a plu ou pas? Et ben, j'ai vu 3 lives de la WWE à l'heure actuelle. Ok. Donc, dont un où tu étais présent, hein, tonton Tout Chris. à fait, c'est là où on s'est Voilà. rencontrés pour la première fois. C'était mon dernier live, je crois. 2014. 2014. Alors là, tu vois, je me perds un peu en chronologie. J'en ai vu un à Toulouse, c'est sûr. Puisque moi je suis de Bordeaux, donc live à Toulouse, c'était idéal. Même si je suis arrivé, j'ai un peu raté le début. J'ai juste raté le vidéoclip de Triple H qui nous remercie d'être là et tout ça. Mais et j'en avais vu un encore avant à Paris, donc j'en ai vu 2 à Paris et un à Toulouse. Alors, ta sensation entre le live et en tant que téléspectateur? Ah bah écoute, c'est une bonne remarque parce que moi avant de me décider, j'étais toujours un peu euh, je sais pas, j'ai longtemps été très très dubitatif à l'égard des lives. Alors c'est vrai qu'en plus, bon, je suis dans une région de France où il passe très peu, c'est dans le sud-ouest. Alors on n'avait pas de salle à Bordeaux, maintenant on a une grande salle de spectacle, mais je sais pas, je pense pas qu'il y ait un marché suffisant pour que la WWE vienne à Bordeaux et vienne à Toulouse. Bon, Paris c'est pas très loin, mais du coup, pendant longtemps, je me disais, bon, la WWE, c'est ce qui m'intéresse, c'est quand même les intrigues, les storylines. Donc, aller voir un show juste un peu comme ça de gala où ils font des matchs. En plus, bon, je savais, dans les house shows, c'était un peu voilà, le face fest, les gentils gagnent tout le temps. Je voyais pas trop l'intérêt. Je m'étais dit, si un jour je claque de l'argent pour y aller, ça sera, j'irai à un Raw à Londres ou quelque chose comme ça. Et puis finalement, je me suis décidé, et en fait, non, j'aime beaucoup les lives, parce que l'ambiance, c'est quand même extraordinaire, c'est vraiment cool d'être entouré de cette ébullition de fans qui partagent la même passion. On n'en croise pas tous les jours quand même. Il y a vraiment quand on arrive autour du stade, là, on commence à voir partout les t-shirts, les casquettes, tout le monde qui a des trucs. En plus, on voit, voilà, il y a des vieux fans, il y a des vieux t-shirts, il y a des t-shirts de catcheurs un peu improbables, enfin des gens qui ont acheté des t-shirts de, voilà, je ne me viendrait pas à l'idée d'acheter de ce catcheur-là ou de cette catcheuse-là. Et j'aime beaucoup. Et puis oui, parmi mes souvenirs de catch, ben voilà, la première entrée, ça je m'en souviens très bien. La première musique en live, c'était Sheamus qui rentrait. Donc c'était à l'époque, c'était ça encore sa vieille chanson là, It's a shame, shame. Et premier match, voilà, Sheamus contre Luke Harper d'ailleurs. Ouais, contre Luke Harper. J'en ai Voilà. même des photos à la maison. Et ben voilà. Donc Tu te gros. rappelles le main event, c'était John Cena versus Seth Rollins dans un Street Fight match. Tu te rappelles de ça? Exactement, ouais. Mhm. Et surtout,
c'était un truc historique parce que ce soir-là, on a eu les débuts du New Day. Ah, peut-être, ouais. Contre, je crois que c'était contre le Miz et Damien Sandow. Oui, je me souviens que, mais c'était encore la musique de Kofi Kingston, hein, de mémoire. C'était Ouais. pas le New Day, mais c'était le trio qui s'entraînait. Oui, oui. Oui, t'as raison. Alors c'est à ce show-là qu'on s'est vu, non? Ah, si, c'est à ce show-là qu'on s'est vu, hein, il me semble bien, hein, que c'était le show de 2014. Hein. Ou alors, si je confonds parce que c'est pas impossible, est-ce que tu es revenu en 2016 à Paris? Oui, ça doit être ça alors. Je pense que Ah, on devait être dans la même salle, mais pas dans le même, ouais, peut-être, show. ouais, peut-être. Parce que, attends, que je réfléchisse. À Toulouse, intéressant. C'est intéressant le travail de mémoire. À Toulouse, c'était un main event, Randy Orton contre Seth Rollins. Donc c'était dans la continuité. Hein. Et non, je suis revenu en 2016, oui, bien sûr, parce que Donc, c'était le main event Triple H et Sami Zayn contre Kevin Owens Dean Ambrose. et Dean Ambrose. Ouais, Ouais, c'est ouais. ça? Non, Attends. non, oui, Dean Ambrose, pardon. Non, Ouais, ouais, Triple H c'était méchant. Oui, Triple H et Kevin Owens contre ouais, Dean ouais. Ambrose et Sami Zayn. Voilà, c'est ça. Ouais, On y est. c'était ça. Ouais, c'était ça. Ouais. Donc on s'est vu 2 fois en fait, ouais, effectivement. On s'est vu en 2014 et en 2016, ouais. Effectivement. Et en 2014, t'étais pas assis avec nous. Parce qu'en 2014, j'étais Non, avec l'inénarrable Giscal, il y avait El Patron Yerem avec la patronnette. non, j'ai pas rencontré le Non. patron et la patronne encore. Ah ouais, t'as pas rencontré le patron et la patronne encore. T'as pas encore été convoqué au bureau du patron. Non, non. Ah, depuis tout le temps que t'es là, tu es vraiment un employé modèle. Hein. Ben oui, ou alors inexistant, parce que si j'étais modèle, je serais au moins félicité. Je ne sais pas. Non, mais le patron ne félicite pas. Non, mais le patron, c'est pas trop dans ses habitudes. Ouais. Non, c'est vrai. On reçoit rarement des lettres de félicitations, quoi. Donc, bon, on fait avec, hein, on s'est habitué. Hein, voilà, Oui, quoi. ça. Puis, bon, et puis la patronnette, on n'en parle même pas. Hein. C'est la Stéphanie McMahon de Ketchup, là, ça rigole pas, quoi. Ouais. Ah, j'aurais dit à Vicky Guerrero, moi. Ah, ou la Vicky. Pourquoi pas, ouais, pourquoi pas. Excuse me. Ouais. Pourquoi pas. Donc, ouais. Mais oui, les lives sont un très bon souvenir et j'y retournerai volontiers. Alors là, j'avais pas pris mes places pour le prochain à Paris, mais enfin, je ne sais pas trop si ça va avoir lieu ou pas. Mais je reste quand même dans l'idée. Maintenant, j'aimerais beaucoup en fait aller voir un NXT UK ou un truc comme ça parce que l'Angleterre est en plus un pays que j'aime bien. Donc, je vais scruter s'il y a des takeover UK ou si on peut aller voir les NXT takeover UK ou au moins quand la WWE passe en Angleterre. Alors j'imagine que ça doit être vite pris d'assaut les places, mais ça m'intéresserait bien de voir un vrai live télévisé pour pouvoir avoir une petite pancarte cat-up, tu sais, comme le patron. Enfin voilà, faire les choses bien quoi. Ouais, un bon botch, quoi. Ouais. Bah attends, Giscal est allé à WrestleMania, il était passé à la télé. Incroyable. IRM est passé pareil à la télé. Enfin, je veux dire, on se fait filmer quoi, les mecs de Catch Up. Moi, si j'y vais, je vais passer à la télé, je vais y être quoi. Ouais, obligé, quoi, obligé, quoi. Il faut Maintenant, pas que. ça fait partie de la charte, carrément, quoi. Bah ouais, franchement. Ok, Donc voilà. impec. Ok, impec, c'est la partie live. Alors bon, bah maintenant on attaque la Big League, quoi. Donc Yeah. comme tu es un suiveur WWE, obligé, quoi, passage obligé. Bah Alors, tu suis depuis 12 ans, donc finalement, quelque part, tu étais neuf, quoi, quand tu es arrivé sur la WWE. Ça, d'ailleurs, c'est pas mal, ça. oui. Et finalement, une fois que tu as commencé à prendre ton rythme de croisière, à suivre les weekly, à suivre les pay-per-view, maintenant on est en 2020. Comment t'as vécu finalement ces 12 années? On parlera plus tard de ce qui se passe en ce moment, mais globalement sur le déroulé de tes 12 années là, comment t'as vécu ça et c'est quoi ton ressenti là-dessus? C'est une grosse analyse ça. Bah ouais, hein, mais on est à You Talk Too Much, hein, donc. Yeah. Ben voilà, écoute, comme je disais, voilà, moi j'ai une période. Comment on va qualifier ça? Voilà, les débuts vraiment. Voilà, j'étais fanbase Undertaker et donc ça restera voilà pour toujours dans ma vie. Ça sera ce mec-là et cette gimmick qui m'a mis au catch. Donc pendant longtemps, c'était un peu l'attrait principal que j'avais. Et puis petit à petit, bah, j'ai élargi mon cercle d'intérêt. J'ai eu d'autres idoles. Jeff Hardy est arrivé assez vite aussi dans mes favoris. Je sais pas trop comment on pourrait évaluer ça en termes de temps, mais j'ai eu encore une bonne grosse période, je pense peut-être d'une année, où je suis resté
un vrai marque dans le sens où voilà, quand je détestais les heels, voilà, quand il y avait Edge en plus. Enfin, alors après, c'est toujours le ressenti de la nostalgie qui me fait paraître les choses plus fortes que maintenant, mais j'ai quand même l'impression que cette époque-là du Edge avec la Familia et la Vicky Guerrero, on était dans un niveau de healerie assez puissante avec toutes les triches qu'ils ont pu faire, virer l'Undertaker contre Batista, contre Triple H. Enfin, voilà, il y a des moments que j'ai vécu en tant que fan dans un état d'énervement et de détestation qui aujourd'hui, en fait, c'était génial. Enfin, je me souviens du Elimination Chamber Night, justement, où Edge perd dans le premier Elimination Chamber et réussit à s'incruster dans le deuxième pour l'autre ceinture mondiale en fin de soirée et à gagner. Moi, je détestais là. J'étais ah mais quel salaud, quel salaud. Et puis c'était monstrueux, c'était légendaire. Mais voilà, ça au début Ouais, et j'étais encore le Marc. Après, au début, c'est pas facile hein, de bien. Je me souviens qu'il y avait il y avait des FUD et tout. Tu sais, forcément, quand tu commences, tu prends en route. Donc, par exemple, j'ai entre une FUD Chris Jericho, Shawn Michaels, je me souviens que j'ai mis très longtemps à capter qui était le gentil, qui était le méchant, parce que Shawn Michaels c'était quand même très roublard et un peu vicieux, et j'avais du mal à voir s'il fallait qui était le face, ouais. qui était le heel. Et puis après, voilà, je suis devenu un peu plus, je suis devenu un smart, comme on dit. Voilà, j'ai évolué tel un Pokémon. Et et après, bah oui, il y a eu des très, enfin voilà, c'est une série qui dure pour moi depuis 12 ans. Et il y a des hauts et il y a des bas. Les hauts, voilà, pour moi, je me souviens toujours du début de la Nexus, par exemple. Ça, c'était, je pense, que c'est un des plus grands moments de catch qu'on a connu quand ils arrivent et qu'ils détruisent tout, y compris le ring. Il y a eu la grande époque du fameux hold up de CM Punk, évidemment, qui reste un moment grandiose. Et puis, bah, il y a des périodes un peu plus de creux. Après, il y a eu la phase en fait quand tu es arrivé sur les cahiers du catch. Moi, pour moi, dans mes souvenirs, ça date à peu près de 2014. Mhm. Et quand tu es arrivé sur les cahiers du catch, ça correspondait un peu aussi à la période de la fin de la streak. Oui, Et aussi. Ah bah, oui. vu que l'Undertaker a été le catcheur qui t'a fait venir à l'ignoble sport, comment tu l'as vécu cette streak, cette fin de la streak? Ah bah ouais, ça aussi c'est un grand moment. En fait, bah, comme tout le monde. Moi je crois que si j'avais été ringside, j'aurais été ringside, pas notre ami, hein, mais sur le bord du ring ce soir-là, j'aurais fait la même tête que tous ces gens qui sont devenus des mèmes depuis, là, la bouche écarquillée et les yeux pleins de larmes. Et en plus c'était à la grande époque malheureusement finie chez moi, où je sais plus trop qu'est-ce qu'on avait comme abonnement internet. Ça devait être free. Enfin voilà, je vais pas faire de naming, pas de publicité, mais on a changé d'abonnement internet chez moi il y a quelques années et du coup on a perdu des chaînes qu'on avait, dont AB1. Et donc j'ai vu ce WrestleMania là avec les commentaires de Shiro et Agius et qui sont quand même, voilà, il faut le reconnaître. Je crois que c'est les seuls commentateurs français sportifs que j'écoute parce que que ce soit le foot, enfin, tous les commentateurs sportifs m'énervent en général. Je baisse le son, mais pour eux c'est quand même quelque chose à part. Et donc j'ai vécu la fin de la streak avec Shiro et Ajus quasiment en larmes, hein, et Ajus Ouais. qui cite cette fabuleuse phrase dont je me souviens plus exactement, mais de Marcel Pagnol qui dit voilà alors, je sais plus quelle est la phrase, mais c'est le monde est un univers, je sais plus la phrase, difficile. Bref, tout Et, le monde en larmes. et alors Mm. sur ces 12 années qui viennent de s'écouler là, du coup, ton catcheur of the top. Bah moi il y en a deux pour moi pour lesquels je resterai marque de toujours, l'Undertaker, donc pour toute l'histoire. Et du coup ben je fais partie des plus, comment dire, des plus, bah, comme tout le monde, hein, de la carrière qu'il a aujourd'hui. C'est voilà cette situation où il catch très peu, pas forcément très bien, où il est utilisé notamment pour vendre un peu les shows en Arabie Saoudite. Enfin, il y a une espèce de mystique autour de ce monsieur qui d'un côté contribuera sûrement à sa légende, quoi. Le fait qu'il catch dans un état lamentable et des matchs un peu improbables.
ouais, ça reste quelque chose d'assez unique dans le catch et dans le Mythique, sport. ouais. Ouais, Ouais. je suis d'accord. Et le deuxième? Et le deuxième, bah, je sais que ça va me faire des ennemis, mais je suis désolé, pour moi, CM Punk restera pour le moment, à l'heure actuelle, le seul catcheur pour lequel j'ai... Ah non, j'allais dire le seul catcheur pour lequel j'ai acheté des t-shirts WWE. Non, j'ai acheté un t-shirt de l'Undisputed Era. Mais sinon, ouais, pour moi, le Money in the Bank à Chicago, quand il affronte John Cena, c'est un des sommets de ma carrière de fan de catch. Et tout ce qu'il a fait ensuite. Et bien qu'il soit parti, alors après, moi je suis pas trop dans les histoires, mais là aussi, enfin son départ de nulle part, je trouve que ça clairement ajoute à sa légende. Je ne sais pas si j'ai envie de le revoir catcher à la WWE un jour ou non. Je crois que de toute façon, ça sera pas le cas. Enfin, difficile à dire. Je sais que Ouais, moi je crois pas. il y a eu beaucoup d'emballements quand il est revenu là à la Fox pour commenter un peu la WWE, mais je pense pas qu'il ait très envie et je comprends tout à fait que moi en fait j'ai beaucoup été fan de lui en tant que catcheur et mine de rien, c'est beaucoup de choses qu'il a dit après coup, j'ai trouvé ça assez pertinent quand il a dit que bah, une fois mis assez d'argent de côté en gros dans sa vie pour être à l'abri toute sa vie, bah, il avait plus trop envie de se donner à fond dans un métier dans lequel il se reconnaissait plus. J'ai trouvé ça assez légitime, assez compréhensible. Et je sais pas, moi je sais que beaucoup lui ont voulu d'être parti comme ça, mais je me dis quand même, il est parti la veille de bah, c'était WrestleMania 30, hein, d'ailleurs, on est d'accord. D'accord, ouais, c'était à Ouais. WrestleMania 30, ouais. Donc je me dis, c'est quand même courageux d'être parti juste avant ce qui allait être le plus gros moment de, peut-être pas de sa carrière à lui, mais en tout cas de son entreprise. Donc, mais Ouais. voilà, c'est quand même surtout pour tout le catch qu'il a fait, toutes ces promos. Enfin, moi, voilà, des fois, j'en re-regarde des promos de cette époque où il était voilà, le champion un non couronné quand il signait les contrats face à John Cena avec John Laurinaitis. Là, enfin, il faisait des promos extraordinaires. Quand il a été en feud contre The Rock, il a été monstrueux aussi. Bon, les matchs n'étaient pas terribles, mais les promos The Rock contre CM Punk, c'était quand même quelque chose. Et puis voilà, à l'époque où il était leader de la Straight Edge Society, ça aussi, ça a un petit peu fini sans trop finir, mais je crois que il a été un des plus grands heels que j'ai vu aussi quand il était Straight Edge Society. Il y avait une détestation du public pour tout ce qu'il disait. Enfin, il avait vraiment réussi à être un heel parfait. Quand il a repris un peu la New Nexus, là, enfin, il a fait beaucoup de choses cet homme-là et je reste un grand fan, ouais. Ok. Et chez les femmes? Et chez les femmes, bah, ça a mis du temps, hein, parce que quand moi j'ai commencé le catch féminin à la WWE, c'était vraiment pas terrible. Et naïvement, je pensais que c'était juste quelque chose de pas possible, que je sais pas, les femmes, le catch, c'était pas, ça passerait pas, que voilà, le côté féminin, ça irait pas avec quelque chose de violent. Bêtement, j'ai mordu un peu à ce que nous sous-entendait la WWE, c'est-à-dire que voilà, le catch féminin c'était un peu pourri. Bon, on en mettait parce qu'il faut bien un peu de diversité, mais, euh, mais là aussi je vais en citer deux parce que pour moi il y en a deux qui surnagent. Et la première, bah, ça va un peu reprendre ce que je venais de dire. On va rester dans la cohérence. Celle qui pour moi a révolutionné le catch féminin avant qu'on parle de Revolution Era et tout ça, c'est AJ Lee parce que c'était incroyable elle aussi ce qu'elle faisait à une époque où le catch féminin était encore peu considéré. Enfin, AJ Ah Lee, ouais. c'était extraordinaire, quoi. Au début, je me souviens en plus assez bien des premières vignettes d'elle qui passaient où il voulait lui mettre une gimmick de neuneu un peu du sud, enfin du sud ou je sais plus trop d'où des États-Unis où elle faisait du rodéo là sur les photoros là électroniques. Enfin, il lui collait un espèce de truc vraiment pourri. Et puis elle a réussi à en faire, enfin c'était dans l'acting, dans le micro, Ed Jelly, c'était quelque chose quand elle était general manager, quand elle était, enfin elle a réussi quand même on va dire, voler l'attention au milieu d'une feud où il y avait justement CM Punk, Daniel Bryan, Kane. Alors ouais, pour moi ça a été celle qui a prouvé que les femmes pouvaient être au niveau des hommes. Alors catchesquement parlant, c'est dommage, hein, elle est partie avant et on n'a pas beaucoup de souvenirs de grands matchs d'AJ Lee contre Caitlyn. Il y en avait eu des très bons. Contre Paige, il y en avait eu des pas trop mal aussi. Mais
Mais bon, elle n'a pas eu beaucoup d'adversité. C'est peut-être ce qui est dommage dans son historique personnel. J'aimerais tant qu'elle soit là aujourd'hui, là, au milieu de toutes ces grandes stars. Mais pour moi, c'est elle qui a pavé la route, clairement. Et je reste un très très grand fan de ce qu'elle a pu faire au micro et sur le ring. Et après, bah, tu le sais, puisque tu l'as cité au début, voilà, moi j'ai eu dès le début de sa carrière à la WWE un gros coup de cœur pour Paige. Et là aussi, malheureusement, courte carrière, très courte carrière pour Ouais. elle. Je désespère pas de la revoir un jour sur le ring, puisque bon, tous ceux qui ont eu des graves blessures à la nuque, ils sont revenus, hein, Daniel Bryan, Edge, ils sont là. Et puis bon, elle est encore jeune, mais elle a fait du bon travail, general manager de SmackDown aussi. Moi, j'aimais beaucoup, comme pour Edge Lee, j'aimais ce grand naturel qui se dégageait des deux. Voilà quoi, c'était vraiment, c'est vraiment des filles qui ont réussi à interpréter un personnage d'une façon évidente, quoi, qui semblaient toutes les deux s'amuser, voir faire ça comme si c'était voilà, comme si elles étaient faites pour ça. Il y a des catcheuses qui ont plus de mal à. Ouais, et puis Des Paige, catcheuses. Ouais. Paige, elle a marqué quand même l'histoire parce qu'elle était championne NXT, elle a débarqué à Raw un soir et puis elle a démoli AJ Lee et elle s'est retrouvée double championne NXT et Divas Champion puisque c'était encore le Divas Champion à l'époque. Et Paige qui arrivait avec un énorme background d'Europe et tout ça, vraiment au départ c'est imposé. Et puis j'imagine que pour toi, je rebondis là-dessus, un grand souvenir quand même, c'est que du coup, bah, tu l'as vu en live. Yes. Donc Ouais. j'imagine que là, ce jour-là, ça a dû être un moment fort de ta vie de suiveur de catch. Ah bah oui, bah ça j'allais au live event aussi pour ça. Bah oui, je l'ai vu 2 fois du coup, Page. 2 fois. Ouais, Deux ouais. fois, ouais, non, c'était chouette. Bah, d'autant plus, c'est pour ça aussi que c'est bien de voir des lives. C'est vrai que j'ai oublié de le dire tout à l'heure. En fait, quand on est fan de catch, bon, on oublie que les catcheurs ça va, ça vient. Et en fait, bah tu vois, par exemple, 2 ans avant à Paris, il y avait CM Punk, quoi. Et j'ai raté. Et ça me fait un peu chier parce que j'aurais bien aimé pouvoir dire aujourd'hui, ouais, j'ai vu CM Punk live. Il y avait eu un événement dans le nord de la France où il y avait The Shield aussi, et j'aurais bien aimé pouvoir dire j'ai vu The Shield live. Donc là aujourd'hui je peux dire j'ai vu AJ Lee, j'ai vu Paige, et ouais, ça c'était plutôt chouette, ouais, surtout qu'elles étaient bien mises en avant à l'époque, l'une comme l'autre. Alors j'ai vu les Bella Twins aussi, ça je suis moins fier de moi, mais non, c'était sympa, ouais, c'est sympa de les voir en vrai, de les voir interagir avec la foule. Non, le live, je recommande vraiment finalement à tout le monde. Et puis même parce que il y a des choses on se rend pas compte à la télé. Enfin, par exemple, ils sont tous tellement costauds qu'on se rend pas compte de leur vraie taille, quoi, et de leur vrai. Par exemple, voilà, je suis très content de pouvoir dire que j'ai vu le Big Show, quoi. Parce que là, je pense qu'on le verra plus. Et voir le Big Show, c'était quand même quelque chose. J'ai vu Braun Strowman aussi, j'ai vu Kane. Il y en a plus beaucoup, hein, des. Bah, il est tout seul, Braun Strowman. Il y en a plus beaucoup des géants là maintenant. Ils sont tous un peu partis. Il n'y a plus vraiment de. Tu vois, je réfléchis à NXT. Bon, Keith Lee doit être assez impressionnant à voir en vrai, mais il n'y a plus beaucoup de vrais giants comme le Big Show, comme Kane ou comme Mark Henry. Ouais. Ça, Et, c'est et costaud à pour, voir en vrai aussi. Et pour finir là-dessus, sur Mm. tes 12 dernières années, là, le clan ou les deux clans, puisque tu es plutôt en mode tag team, là, les clans, vraiment, les deux clans qui t'auront vraiment marqué pendant ces 12 ans, il y en a eu quelques-uns, là, pour en citer, Shield, Wyatt Family, la League of Nations, je sais pas, il y en aurait un paquet à citer. Donc, s'il y a deux clans que tu dois retenir de ces 12 dernières années. Ouais, je sais pas qui pourrait citer la League of Nations. Si tu en trouves un, ça m'intéresse beaucoup. Mais non, ça c'était quand même un accident. Ouais, c'était du gros Ouais, raté ça. ouais, Mais c'est clair. ouais, je pense que c'est communément admis. Mais le Shield, c'était monstrueux. Et pourtant, quand le Shield Ouais. a débuté, moi j'étais. En fait, si on regarde la chronologie, c'est très vite. C'est arrivé 2012, hein, le début du Shield, fin 2012, je crois. Ouais, c'est ça, ouais. Donc la Nexus, c'était vraiment pas loin dans l'histoire. Et c'est vrai qu'au début, quand on a commencé à voir ces 3 gars arriver, un peu venus des coulisses et défoncer tout le monde, j'ai eu quelques semaines au début de scepticisme en me disant bon, ça y ressemble beaucoup quand même. Et puis Dean Ambrose, dans sa première interview, disait ouais, nous on n'est pas la Nexus. Et je trouvais que le fait de dire on n'est pas la Nexus, ça confirmait d'autant plus que ça y ressemblait.
Mais non, ça n'a rien à voir. Enfin, autant la Nexus a fait un coup de tonnerre en débarquant parce que c'était super intéressant d'avoir. Ils étaient 7, je crois, quand ils ont commencé. Ouais, ils Ouais, étaient un paquet, ouais. ils étaient énormément. Il y avait vraiment ce côté meute qu'on n'a pas retrouvé depuis. Mais après, bon, en termes de storyline, ça s'est un peu perdu. Voilà, ils se sont retrouvés contre John Cena et puis voilà, ça a un peu tout pété. Mais le Shield, ouais, ça a tenu très longtemps et il y a eu des matchs incroyables. Je crois que justement la feud post-WrestleMania 30 du Shield contre l'Evolution qui se reforme, c'était quand même quelque chose de monstrueux. Et puis la fin du Shield, voilà, c'est l'exemple typique aussi des quelques, voilà, en 12 ans de fans de catch, c'est avec la fin de la streak, le hold-up de CM Punk ou ce genre de choses, c'est un des sommets, quoi. La traîtrise de Seth Rollins, c'est c'est d'une réussite dans l'exécution. Donc ouais, le Shield est très haut. C'est difficile de voir d'autres clans ou d'autres factions. Le New Day a marqué son empreinte. C'est clair et net que Ah oui. ça aussi, on a vu la naissance. En plus, l'histoire du New Day est passionnante aussi parce qu'on a tendance, on l'a oublié aujourd'hui, mais, euh, mais le New Day au début, c'était parti quand la première fois que Xavier Woods, Big E et Kofi Kingston ont interagi dans un ring de catch devant les télés de peut-être SmackDown ou Raw, je ne sais plus. Il y avait une tension assez violente. On sentait qu'ils étaient revanchards, qu'ils allaient créer quelque chose d'assez plutôt violent. Il y avait ce côté aussi ils sont noirs tous les trois. Et puis c'est le moment où tout d'un coup il y a eu des émeutes raciales aux États-Unis. Donc je sais pas si tu te souviens, mais pendant des mois ils ont disparu parce que c'était trop l'actualité en fait. Et quand ils sont revenus comme ça avec des costumes, à danser, à chanter. Au début, ils étaient face, ils se sont pris des montagnes de merde de la part du public. Ils sont passés heel, ils ont développé tout leur univers. C'est là qu'est apparue la trompette, que sont apparus les licornes, les pancakes. Donc en fait, ça les a tellement nourris que ça les a refait passer face. Ouais, il y a une histoire du New Day qui est passionnante aussi. Ouais. Je pense que c'est les deux clans principaux de ces 12 dernières années. C'est vrai que Ouais, il y en a eu un paquet qui est passé. je vais quand même citer parce que voilà, c'était mes débuts, la belle familia de Edge, époque Vicky Guerrero, Chavo Guerrero, les Edgeheads, Zack Ryder et Kurt Hawkins, c'était quand même, voilà, c'était quand même mes débuts aussi, c'est tous ces mecs-là dans la team des méchants, mais le Shield et le New Day, ouais, sont parmi ouais, des légendes de leur. Je pense qu'ils auront ouais, eux aussi auront le Hall of Fame à l'échelle du groupe. Il n'y a pas de doute. Ça sera, on regarde à l'heure actuelle des futurs Hall of Famers. Là-dessus, no doubt. Alors, on a fait un peu un tour d'horizon. On va terminer sur la WWE par le contemporain, les amis, l'actualité. Yeah. Alors, vous écouterez ce You Talk Too Much numéro 5 certainement après WrestleMania. Donc là, on va parler un petit peu de ce qui se passe et puis on va faire un point Covid-19, quoi. C'est le point Covid-19. Et donc voilà, donc tu as déjà eu l'occasion d'en parler sur les ondes, donc on va pas faire des heures là-dessus de toute façon. Mais comment tu vis là, toi, dans ta peau de suiveur de catch, là, tout ce qui est en train de se dérouler en ce moment avec les shows à huis clos, avec le drama autour de WrestleMania 36? Eh ben écoute, donc au moment où on enregistre ces ondes, voilà, on n'a pas vu encore WrestleMania. Non. Mais je pense que ça aussi, ça fera date dans ma carrière de fan de catch. Dans 20 ans, quand j'aurai ton grand âge et que je parlerai aux petits jeunes, de mon point de vue de fan de catch, le choix pris de faire un WrestleMania à huis clos est une catastrophe. Voilà, je le dis, je le répète. C'était une blague, enfin c'était une blague entre nous, entre fans de catch, quand ils ont commencé à faire un peu avant le confinement général. Là, il y a eu des matchs de Ligue des Champions en foot et de championnat à huis clos. Et ça faisait rire à dire, imaginez le catch à huis clos. Enfin, c'est improbable. Le catch a besoin du public. Et puis voilà, c'est comme un concert, c'est comme un spectacle de danse ou je ne sais quoi. Il faut du public. Bon, au début, les premiers Raw et SmackDown, histoire de ficeler un peu des intrigues, de s'organiser, ça aurait pu. Mais le show des shows, enfin voilà, ça n'a jamais existé un show des shows sans public et ils auront beau faire peut-être des très bons matchs et je vais regarder, bien sûr, on va tous regarder, mais ça sera pas un WrestleMania pour moi comme pour tout le monde et
et ça me fait chier sur 2 points, c'est que le premier, c'était totalement possible de le repousser, hein. C'est tout à fait envisageable de dire, voilà, je sais pas moi, la semaine du 1er juin ou je ne sais quoi, on avait prévu d'être dans telle ou telle ville pour Raw et SmackDown, et ben non, ça sera les affiches de WrestleMania, on va faire sur 2 soirs. En plus, voilà, au final, ils ont fait ça sur 2 soirs, donc ils auraient très bien pu faire ça sur 2 soirs, ou une date d'un pay-per-view futur, un Money in the Bank ou quoi, mettre WrestleMania à la place. Donc on aurait très bien pu avoir WrestleMania avec du public et dans un bon cadre. Ça, c'est le premier point, c'est que c'était faisable. Et le deuxième, c'est pour tous ces moments, parce que WrestleMania, c'est des WrestleMania moments. Et voilà, on a des catcheurs que moi j'adore qui vont faire leur premier show, Rhea Ripley notamment, dont je suis un très très grand fan. Je crois que en l'absence de Paige, c'est ma catcheuse préférée du moment, bon, avec Becky Lynch peut-être. Donc voilà, le premier WrestleMania de Rhea Ripley, ça me fait chier qu'elle le fasse en public. Mon petit Drew McIntyre, je suis comme toi, c'est un dont je suis très fan depuis qu'il est revenu de son expérience indie, là, tout costaud, tout balèze et en marchant sur tout le monde. Et après, on va dire, une grosse année à pas faire grand-chose, à jobber un peu avec Roman Reigns de ci, de là. Il a enfin la gloire qu'il mérite et voilà, ça sera pas pareil. Il y a des catcheurs qui risquent très fortement d'y voir leur dernier WrestleMania, notamment l'Undertaker, notamment John Cena, notamment Edge. Et ça me fait chier, d'autant plus que voilà, on a appris en début de semaine que finalement ça va être encore plus le bordel que prévu, puisque certains ne vont même pas venir à ce WrestleMania. Certains sont déjà confinés, les affiches vont devoir changer au dernier moment. Donc catastrophe, moi je pense catastrophe. Après, au vu de la situation américaine de la maladie, et vu qu'elle a été très mal gérée jusqu'à présent, je crains pour les Américains une période de confinement assez longue, hein. Donc en termes scénaristiques, ça se comprend. On a réussi à faire les shows, on a réussi à boucler WrestleMania. Voilà, donc Il va peut-être y avoir un break à la il va y sortie de avoir. WrestleMania. Ouais, c'est sûr, je pense, hein. Je vois pas comment ils peuvent faire autrement. Et puis À moins qu'ils aient enregistré une flopée de shows. Mais bon, ça m'étonnerait. J'ai du mal à croire à ça. Non, ça m'étonnerait aussi. Alors peut-être que on va vers des, des espèces de Raw ou SmackDown où on n'aurait que des packaging des vieux matchs, parce que je pense qu'ils vont garder le, le créneau horaire des chaînes télé, ça, sinon ça va mettre les chaînes télé dans la merde aussi. Donc peut-être qu'on va aller vers plusieurs semaines de coffre à catch que tu aimes bien. Mais de toute façon, la situation de l'épidémie américaine est actuellement le pays le plus touché déjà, hein, en termes de nombre de malades. Ça va être impossible de refaire des shows là. Il y aura au moins un mois, je pense, où tout le monde va être bloqué à la maison. Donc, d'une certaine manière, tant mieux que ça soit après WrestleMania parce qu'on aura soldé toutes les intrigues. Mais bon, en même temps, voilà, le catch, ça ne s'arrête jamais, on le sait bien. Donc, on aurait très bien pu faire une pause et ça aurait été notre récompense de fin de confinement d'avoir WrestleMania. Mais bon, ça c'est compliqué Ouais. puisque voilà, nous les fans français, on va sûrement sortir du confinement bien avant les fans américains, donc c'est un peu le bordel. Pas cracher totalement sur la WWE parce que c'est quand même une situation improbable et Ouais. Alors pour le coup, ouais, j'allais rebondir là-dessus. T'es pas parce que si tu veux, depuis quelques jours, quelques semaines, fleurissent de partout sur YouTube et les podcasts et tout ça, des émissions incendiaires sur ce qui se passe à la WWE. Voilà quoi, ça gueule dans tous les sens. Voilà, on pourra dire que avant ce WrestleMania, il y aura eu une levée de bouclier générale de la part des fans qui se comprend, hein, qui s'entend. Toi, tu vois ça comment, toi? ah, moi je comprends j'en fais partie, hein. Ouais. Sur Catch Up et autres, on a bien dit que Oui. ce choix pour moi voilà le gros problème. C'est le choix de maintenir WrestleMania, de maintenir cette très grosse affiche très très attendue avec, comme on l'a dit, les jeunes catcheurs, les vieux catcheurs et tout, dans une salle vide, parce que même si on scénarise des rematchs devant une salle pleine, ça aura pas la même saveur, quoi. Là, on va pas avoir un rematch de AJ Styles Undertaker par exemple, ou du The Fiend contre John Cena. Donc il y a des affiches, elles sont foutues entre guillemets, elles sont foutues par le coronavirus.
Donc moi, je suis très déçu par ça, par ce choix. Après, voilà, c'est quand même une situation de crise planétaire. En plus, c'est très différent d'une guerre ou quoi que ce soit, parce que voilà, vraiment, la vague, elle a un décalage temporel. Voilà, les USA sont frappés maintenant de plein fouet, 3 mois après la Chine, 1 mois après l'Europe. Donc voilà, il y a des fans worldwide et c'est un peu compliqué de gérer ça. On va pas les incendier parce que bah, je me doute bien qu'ils sont en réunion de crise, que c'est la merde pour eux et tout. Et je pense aux catcheurs qui doivent pas trop Ouais. savoir vers où on va, où on met les pieds, s'ils vont être payés, quel show ils vont faire et tout. Mais, mais sur le choix en lui-même, non, pour moi, voilà, cette année, il faut se dire qu'il n'y a pas de WrestleMania. Ils ont enregistré des matchs, ils ont fait ce qu'ils peuvent, mais voilà, on a perdu un WrestleMania, là, c'est dommage. Ça aurait pu être fait mieux, je pense. Après, voilà, c'est notre vision aussi de France est décalée parce que nous, on est en plein dedans. Aux USA, ils n'étaient pas confinés. Personne n'était confiné. Voilà, comme tu l'avais dit, Floride, ils faisaient encore la teuf, les spring break. Donc, on peut pas trop leur en vouloir de faire la même chose que tout le monde autour. C'est ça qui est compliqué. Mais voilà, le coronavirus et des choix, comment dire, critiquables. Oui, ils vont nous faire perdre un beau WrestleMania, mais on s'en remettra. Voilà, il y en a eu d'autres avant, il y en aura Ouais. d'autres après. Il y aura WrestleMania 37, 38, 39, 40. Voilà. Je Voilà. reconnais bien là la fine analyse de notre bon Raphaël. Voilà, mais je ne désespère pas un jour comme l'ont fait Giscard et d'autres d'assister à un vrai WrestleMania. Alors cette année, j'avais réfléchi. Alors heureusement, je fais un peu en fonction des destinations et la Floride, ça ne m'intéressait pas du tout. Mais franchement, s'il y avait eu un WrestleMania à New York ou à San Francisco ou autre, j'aurais peut-être booké les billets. Je me lamenterais peut-être actuellement. Donc ça va. Ouais, il y a des Merci la chances. Floride. Oh la vache, la vache. Ouais. Bah, c'est super, impeccable. Et bah écoute, bon, alors là, à toi, je peux pas te la faire, quoi, mais parce que la tradition a du bon et la tradition, c'est la tradition à catch-up. Alors, Ouais. je vais te demander un petit top flop. Et donc, je vais te demander ton flop de la semaine catch qui vient de s'écouler et ton Ouais. top de la semaine catch qui vient de s'écouler. Waouh! Alors, Ouais, ouais. sachant que nous enregistrons un lundi, ça fait une petite semaine. Ouais, Dans la semaine qui vient de s'écouler. La semaine précédente. Un top et un flop catchesque. Alors, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Il faut que je retrouve un petit peu dans mes souvenirs. Alors, je vais mettre, tiens, bah, puisque je dis que je regarde beaucoup la WWE, je vais faire une petite entorse. Je vais dire que je vais mettre un top à la présence de Matt Hardy à la Ah, AEW. ah. Parce que je ne l'ai pas détaillé trop là dans finalement You Talk Too Much, on n'a presque pas parlé assez. J'ai été quand même, je dois le dire, enfin, je l'ai expliqué un peu dans mon choix d'observer la TNA. J'étais un très très grand fan de l'univers Broken Matt Hardy. J'ai bien aimé quand ils lui ont donné ça à la WWE. J'étais un peu triste qu'ils en fassent pas plus de choses. Et je trouve ça vraiment intéressant. Je connais pas vraiment beaucoup d'autres exemples de catcheurs avec une gimmick aussi marquée qui ont eu l'occasion de la tester dans 3 fédés différentes. Donc je trouve que Oui. c'est quand même. Ça va être à voir. Alors si ça se trouve, ça sera tout pourri, j'en sais rien. Mais j'ai très très confiance en Matt Hardy. D'ailleurs, il fait plein de trucs. Même quand il était à la WWE, hein, je sais pas si vous regardez ses chaînes YouTube ou son Instagram, mais il continuait ses délires avec ses. Il met ses fils dans l'équation. Il joue avec ses enfants. Enfin, il continue à fond d'être ce broken, woken Matt partout. Donc je suis curieux de voir dans l'univers AEW. Et ça, clairement, c'est quelque chose qui peut me faire regarder cette fédération. Voir ce qu'il va en faire. Et donc on va mettre le top là, parce que bon, à Raw, à SmackDown, il n'y a pas grand chose de marquant qui est arrivé à mon sens. Et le flop, qu'est-ce qui s'est passé de pas terrible? Pas mal de choses de Pas mal de mémoire. choses, ouais. Donc, pour les flops, on a le choix en ce moment, hein. Pour les flops, on a le choix, mais si, bah, ça va être le même que celui qu'on a mis à SmackDown. Il y a la division féminine de la WWE va pas terrible, hein, je trouve. Parce que d'un côté, on a une Becky Lynch hyper dominante qui a son adversaire, qui est donc Shayna Baszler, qui a un peu fait table rase aussi. Donc en fait, à Raw, il y a plus de division féminine, hein. Elles se sont toutes fait éclater en Elimination Chamber et ça nous a pas fait rêver. Et à SmackDown, ben voilà, on a cette Bayley, Sasha Banks, enfin,
pas très bon. Et puis voilà, ça tourne en rond là avec des Tamina, des Naomi. Moi, je suis pas du tout de l'avis de Cody qui avait dit dans ton premier You Talk Too Much qu'il aimait bien Naomi. Moi, j'aime pas du tout Naomi. J'ai toujours foutu un peu le cafard là, sa gimmick et son personnage. Donc on a des filles de très très bonne qualité, mais ouais, flop sur la division féminine. Finalement, les meilleurs de cette semaine, ça a été la division tag team féminine, c'est-à-dire Asuka, Nikki Cross et Alexa Bliss, qui sont des catcheuses que j'aime beaucoup. Alexa Bliss est un personnage que j'apprécie énormément aussi. Mais sinon, autour des ceintures féminines, c'est pas trop moi, j'ai pas trop le fire là. Becky Lynch, Shayna Baszler, ça me rentre pas trop dedans. Et Bailey contre 4 autres meufs, non plus. Donc, ouais, il y a mieux à faire chez les filles là. C'est l'affiche Charlotte. Charlotte Rhea Ripley qui est la plus tentante pour WrestleMania, quoi. Donc et c'est pour le titre féminin de NXT, donc c'est assez bizarre. D'accord. Ok. Et ben voilà, peuple de catch-up, vous en savez un peu plus dorénavant sur notre bon Raphaël Hier. Ah, je n'ai plus de secret pour vous. Voilà, vous connaissez un peu son background. Et puis, bah écoutez, j'espère que l'inénarrable Giscal, le patron IRM, ah oui, bien sûr, l'admirable Amiral, le Mistano Shokirias passeront sur le grill de You Talk Too Much à l'occasion. Je leur en dirai du bien. Voilà, j'espère bien que tu vas faire la pub à mort. Mais oui, bien sûr. Et donc voilà, bah écoutez, ainsi s'achève cette 5e édition. Je vais couper le micro à notre invité, because you talk too much. Oh non. Vas-y. Alors je vais aussi lui faire, je fais de la promo pour l'invité avant de faire la promo catch-up, et du coup je vais faire une petite promo sur le fait que quand même tu as une chaîne YouTube qui n'a absolument rien à voir avec le catch. Mais allez voir la chaîne Antenne Zoo ou Antenne Zoo, je sais pas comment tu le prononces, mais je te laisse en parler un petit chouille là. Ah, je croyais que j'étais coupé alors. Ah, ça va mieux, merci. Ah non, finalement, non, j'ai appuyé sur le bouton. Ah, c'est gentil. Oui, effectivement, j'en fais 2 minutes de promo, c'est très très gentil à toi. Donc, outre ma passion pour le catch, tu l'as dit au début, je suis passionné aussi de nature, d'animaux, etc. Et comme j'aime bien en parler et raconter tout ça, et c'est d'ailleurs en partie mon métier aussi, j'ai une chaîne YouTube, Antenne Zoo, moi je le prononce à la française, même si voilà, zoo comme plutôt la racine grecque du mot, zoo, ça veut dire animaux. Et donc où j'essaye de présenter des animaux pas très connus de manière ludique. Alors ça peut parler un peu à nos fans de catch, parce que souvent quand on est fan de catch, on a un univers culture geek un peu étendu. Donc voilà, j'utilise l'univers Pokémon, l'univers des super-héros Marvel, l'univers de ci, de là. J'ai beaucoup aimé ta vidéo sur Wolverine. Ah merci, ça me fait plaisir. Ben voilà, c'était ça l'idée. Alors j'ai créé cette chaîne l'an dernier, puis après voilà, je suis parti en voyage longtemps, elle est un peu retombée un rythme du néant, disons-le. Mais là, comme j'ai filmé un peu pendant mon voyage, j'en profite pour publier des vidéos de mon voyage. Donc j'ai publié mes rencontres animales que j'ai pu faire en Argentine, où j'ai vu notamment les baleines. C'était assez sympa. Là, je vais bientôt lancer la Bolivie et le Chili. Il y aura la Colombie, le Pérou. Donc voilà, si vous êtes intéressé par la nature, les animaux, mais toujours avec ma patte un peu humour, contre-culture, etc. Et j'essaye de faire de temps en temps, de glisser des petites références catchesque, donc cherchez bien dans ce que je raconte. Des fois il y aura sûrement des petits bouts de promo catch-up, de promo de catch ou des références clin d'œil, parce que ça j'aime bien. Donc voilà, j'essaie de lier toutes les passions. Voilà, donc allez vous abonner sur Antenne Zoo, mettez des likes, actionnez la cloche, et voilà, comme d'hab. Voilà. Donc maintenant vous connaissez la procédure, on rentre dans la promo catch-up. Donc, voilà, écoutez, nous sommes partout, nous sommes omniscients, nous sommes omniprésents dans le monde du podcast game. Nous sommes sur toutes les bonnes plateformes de podcast, PodCloud, Deezer, etc., etc. Nous sommes sur YouTube, actionnez la cloche, mettez-nous des likes, mettez-nous des unlikes, venez rentrer en rivalité avec nous. Nous sommes présents sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram. On remercie tous les catch-uppers et catch-uppeuses réguliers. Merci de votre fidélité. On remercie aussi tous les catch-uppers et catch-uppeuses rookies ou occasionnels. Sachez que you just made the list. et voilà. On vous fait plein de cordes à linge dans la face. On vous souhaite une bonne semaine pleine de catch. Salut Raphaël. Salut Chris. Merci beaucoup d'avoir
d'avoir tenu ce You Talk Too Much qui est décidément vraiment ton bébé là. C'est ton. Voilà, il y en a d'autres, c'est leur dirt sheet, c'est leur highlight reel. Toi, tu as le You Talk Too Much. Yeah! Allez, on se quitte sur ces belles paroles du Raphaël hier. Ciao. Salut peuple de Ketchup. Salut peuple de Ketchup. Ça y est, je me suis brisé la voix pour les 3 prochaines semaines.